le mantikala harino kando bore no bongo sebanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la route Moujia-Ilela-Badagishiri est inaugurée ce vendredi par le président de la République. Elle est longue de 36 km 400. Elle a coûté près de 21 milliards de francs à l'État du Niger. Le rapport sur l'indice de développement humain 2014 est disponible. Il est rendu public ce matin par le ministère du Plan. Avec ou sans surprise, le Niger boucle à boucle, dernier sur 187 pays. Et puis à peine fini l'année scolaire, la rentrée 2014-2015 se prépare déjà. Le ministre de l'enseignement primaire a lancé ce matin la mise en place des fournitures scolaires. Bonsoir à tous, merci de choisir la télévision Dunia pour vous informer et surtout bienvenue sur cette nouvelle session de l'actualité. Il aura donc fallu 22 mois de travaux exécutés par l'entreprise Sahel Entreprise, près de 21 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'État du Niger. La route Moujia-Ilela-Badagishiri est longue de 36 km 400, entièrement bitumée. Elle a été donc inaugurée ce vendredi par le président de la République, le chef de l'État, et c'était aussi en présence de plusieurs invités. Voyons ça en image tout de suite avec Hima Seibou et Imran Meiga. Longue de 36 km 400, cette bitumée reliant Moujia, Ilela et Badagishiri, entièrement financée par l'État du Niger. 20 milliards 852 millions 853 719 francs CFA et dont les travaux ont été exécutés par la compagnie sahélienne d'entreprise sur une durée de 22 mois a été officiellement inauguré par le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, qui a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en place du programme de la Renaissance. Les ministres, les ambassadeurs. Essentiellement, nous avons 75% des Nigériens de moins de 25 ans. Ces gens ont besoin d'emploi et le programme de renaissance à la création d'emplois pour ces gens. Absolument, c'est ça l'objectif à terme, c'est de faire émerger le Niger. Voyez-vous, le programme de renaissance qu'on est en train de mettre en œuvre prévoit d'abord que le Niger soit stable, prévoit que le Niger soit en sécurité, prévoit des infrastructures, comme je viens de le dire, les routes, le chemin de fer, l'énergie, mais aussi il y a des chantiers comme ceux relatifs à l'initiative troisième pour nourrir les Nigériens. Nous sommes en voie de gagner ce pari, de nourrir les Nigériens. Le Niger qui est un pays sahélien, qui est un pays soumis à des aléas climatiques, à des alternances d'inondations et de sécheresse. Cette route permettra le désenclavement des communes de Moujia, Ilela et Badagishiri et contribuera d'une manière significative au développement des échanges commerciaux entre la région de Tawa et les autres. Le
le président Issoufou Mamadou qui a déjà regagné Niamey cet après-midi. Mais comme vous le remarquez là, il s'agit là d'une importante infrastructure routière qui entre dans le cadre des actions du chef de l'État pour le développement. Cela suscite bien entendu joie et enthousiasme auprès des populations qui soutiennent largement les actions du chef de l'État. Regardez. Plusieurs réalisations ont été faites dans la région de Tawa par le gouvernement de la 7e République dans différents secteurs d'activité au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Parmi toutes ces réalisations d'intérêt général concernant le domaine de l'équipement, notons le tronçon Moujia-Ilela-Badaguichiri, déjà opérationnel. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui anime ces hommes et femmes que nous avons rencontrés à Moujia et dans la commune urbaine d'Ilela. Nous sommes fiers, très fiers de ce tronçon dont on a bénéficié de la part du président de la République. Et je vous le confirme, ce tronçon est tant attendu ici même à Ilela. Nous sommes très heureux de cette ouverture qui sera bientôt faite le 1er août de 2014 ici même à Ilela. C'est un sentiment de joie pour nous, un sentiment de gaieté, de joie. C'est un grand événement pour la population de l'île. On ne sait comment dire. Nous remercions beaucoup le président de la 7e République. La réalisation du tronçon Moujia-Ilela-Badaguichiri par le gouvernement de la 7e République, c'est un rêve qui est devenu réalité, précise le chef de canton d'Ilela, en se rappelant du souvenir qu'il garde de cette voie qui est devenue aujourd'hui la porte du développement économique du département d'Ilela. Ce tronçon-là, c'est un tronçon depuis qu'on est né. On l'a trouvé tel et c'est un tronçon qui nous a fait beaucoup souffrir et qui a retardé en gros même la ville d'Ilela sur le plan de développement. Mais depuis que le tronçon là a commencé jusqu'à maintenant la finition, dans le temps on fait 2 heures de temps Badaguichiri Ilela 15 km et maintenant tu n'as que 30 à 15 minutes pour arriver. Donc, pour nous, c'est une ouverture du développement de notre ville. Pour entretenir ce joyau d'intérêt général qui facilite les transactions socio-économiques de la population de cette localité, le chef des cantons a déjà rencontré la population du département d'Ilela de faire preuve d'une bonne collaboration avec la mairie de la commune urbaine qui a en grande partie la lourde tâche de surveiller ce tronçon. Et voici maintenant une nouvelle qui risque de ne pas vous plaire. Le rapport sur l'indice de développement humain 2014 est déjà disponible. Il a été rendu public ce matin à travers une conférence de presse au ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Et là, mauvaise nouvelle, cette année encore, le Niger est logé à la queue de l'avion, 187e sur 187 pays. Al-Mokhtar Kainé nous en dit davantage. Présenter les grandes lignes du rapport sur le développement humain, voilà l'intérêt principal de cette cérémonie présidée par le ministre d'État au plan, Ahmad Boubacar Sissé, avec à ses côtés le coordinateur du système des Nations Unies, Fodé Ndiaye, qui a de prime abord planté le décor en donnant les indices mesurés et les différentes thématiques du rapport. Le rapport, chaque année, insiste sur une thématique. Depuis qu'on le publie en 90, souvent les gens se focalisent sur le rang ou sur le taux, mais oublient l'essence du rapport, c'est justement de réfléchir sur une thématique qui interpelle les acteurs du développement. Et cette année, le rapport s'intitule « Pérenniser le progrès humain, réduction des vulnérabilités et renforcement de la résilience ». Pourquoi cette thématique? Je pense qu'au Niger, on ne devrait même pas nous poser la question, puisque, en tout cas, pour le système des Nations Unies, un des axes essentiels de leur cadre d'action cette année, 2014-2018, porte sur la résilience.
Le PDS, le plan de développement économique et social aussi, a des opérations sur la résilience. Mais globalement, cette thématique est importante puisqu'on s'est rendu compte que les progrès se poursuivent à l'échelle mondiale pour le développement humain, mais à un rythme moins soutenu, justement à cause des vulnérabilités et des inégalités qui se développent, y compris dans les pays développés, en termes de revenus et en termes d'éducation. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il faut pérenniser les acquis. Et des chocs ou des conflits peuvent altérer des éléments de développement que nous pensions acquis. Donc il faut renforcer les capacités des communautés et des personnes et des institutions, non seulement à anticiper les chocs, mais à les prévenir et à y réagir de manière rapide et en n'obérant pas leur capacité de développement dans le futur. Ensuite, le ministre d'État a pris la parole pour donner quelques indices de développement du Niger en dépit du rang occupé. Vous l'avez constaté en ce qui concerne les performances particulières des différents pays. Le rapport classe le Niger à la 187e position sur 187 avec un indice de développement humain de 0,337, soit un niveau en deçà de l'IDH moyen des pays à faible niveau de développement, qui est de 0,493, et aussi en deçà de la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, qui est de 0,502. Mais en dépit de cette place, le Niger a enregistré un niveau de développement humain en progression constante. En effet, entre 1980 et 2013, l'indice de développement humain du Niger est passé de 191% à 337, soit un accroissement de 76,4% et une progression annuelle de 1,14%. Et mieux, le Niger fait partie des rares pays pour lesquels la progression de l'indice de développement humain continue à accélérer. Après s'en est suivi une conférence de presse au cours de laquelle le ministre d'État et le coordonnateur du système des Nations Unies ont eu chacun à développer des points importants du rapport. Vous pouvez suivre la totalité de cette conférence de presse en partie magazine de ce journal. Éducation maintenant. Qui va loin ménage sa monture, dit-on. À peine l'année scolaire achevée que les autorités se préparent déjà activement pour la rentrée 2014-2015. Ce matin, le ministre des Enseignements primaires a lancé la mise en place des fournitures scolaires pour la rentrée 2014-2015. L'objectif est d'acheminer les fournitures sur toute l'étendue du territoire pour que la prochaine rentrée se passe dans de bonnes conditions. Voyons ça en image avec Isidore Banaba. Environ 1600 tonnes de fournitures scolaires et de matériel didactique seront mises à la disposition des élèves du primaire au cours de l'année scolaire 2014-2015. D'un coût d'acquisition estimé à 6 milliards de francs CFA, ces fournitures scolaires entrent dans le cadre de la gratuité de l'éducation et visent à contribuer à la réussite de la rentrée scolaire prochaine. Ces fournitures seront transportées dans les différentes régions à travers l'opération mise en place des fournitures scolaires 2014-2015, lancée par la ministre des Enseignements primaires. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement primaire a acquis sur fonds propres de l'État pour la préparation de cette année scolaire 2014-2015 d'importantes quantités de fournitures. Et ces fournitures ont été réceptionnées et nous sommes sur le point de les acheminer vers les régions. Les régions vont à leur tour les dispatcher au niveau des inspections, puis au niveau des écoles. Ils les mettront gracieusement à la disposition des élèves. Et cette mise à disposition des fournitures
à la disposition des élèves. C'est un engagement du président de la République qui s'inscrit dans le cadre de la gratuité de l'éducation. Nous demandons à toutes les autorités régionales et locales de prendre toutes les dispositions pour que ces fournitures aillent à leurs destinataires qui sont les élèves. Témoin du lancement officiel de cette opération, certains acteurs intervenant dans le secteur éducatif se félicitent. Le président du Rosen poursuivra en indiquant que des mesures seront prises afin d'éviter que ces fournitures, qui doivent être distribuées gratuitement aux élèves, ne se retrouvent sur le marché. 60 voyages sont prévus et l'opération de mise en place des fournitures scolaires 2014-2015 devrait prendre fin d'ici le 15 septembre 2014. Et puis, éducation encore, avec le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé ce matin à la signature de plusieurs contrats pour la construction de salles de classe. Au total, 19 contrats pour la construction de 295 classes en matériaux définitifs. Halimatou Abdou avec Sambo Zamou. Cette rencontre qui a réuni autour du premier responsable de la ville de Niamey, les entrepreneurs, les parents d'élèves et les élèves, s'inscrit dans le cadre de la signature officielle de 19 contrats pour la construction en matériaux définitifs de 295 classes pour le niveau secondaire. À travers la présente signature, le gouverneur de la région de Niamey veut faire du public témoin de toutes les réalisations des autorités de la 7e République, notamment dans le domaine éducatif. J'ai tenu à le faire, primo, c'est pour en tout cas faire constater la volonté du gouvernement de la 7e République et à découdre vraiment avec les classes payotes. Donc ça c'est la 3e année consécutive où des classes en matériaux définitifs sont construites par l'État du Niger. Alors, nous avons constaté par le passé qu'il y a certains manquements au niveau de l'exécution de ces contrats, notamment au niveau des délais, le respect des délais et le respect de la qualité de ces ouvrages-là. C'est pourquoi nous avons tenu à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse s'entendre sur un minimum, le point de départ de toutes ces constructions-là. Au cours de cette rencontre, le gouverneur a attiré l'attention des entrepreneurs quant au respect strict du délai d'exécution des travaux qui est de 6 mois, délai au-delà duquel des dispositions seront prises. Le délai de construction est de 6 mois. Donc en janvier, le 31 janvier 2015, normalement nous sommes supposés réceptionner toutes ces classes. Et nous allons veiller là-dessus. C'est pourquoi nous avons appelé, y compris les services financiers de la région, nous avons invité la direction régionale de la construction, donc pour qu'ensemble nous puissions suivre l'exécution de ces contrats-là. Nous avons la direction régionale qui va suivre, nous avons les services de la construction de la région qui vont suivre, et nous, personnellement, nous allons descendre sur le terrain pour constater. Vraiment, je vous dis que c'est sans faiblesse que nous allons résilier tout contrat que nous constatons qui peut nous amener vraiment dans des retards importants. Pour donc honorer les engagements pris, les entrepreneurs lancent cet appel. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel du gouverneur. Et ça s'est bien passé. Il a signé devant tout le monde. Donc, il nous appartient de respecter nos engagements, de faire de bon travail et de respecter le délai. Moi, je suis vraiment engagé à respecter ce contrat qu'on m'a donné. Et je le ferai en toute confiance. La construction de ces 295 classes permettra à la ville de Niamey de disposer des infrastructures scolaires modernes pour une amélioration efficiente des conditions d'études des scolaires. Preuve que les autorités actuelles accordent une place de choix au secteur éducatif. Et voilà, nous changeons maintenant de région. De Niamey, nous partons pour Tillabéri, où la 4e unité de production artisanale de la farine Mizola Rotary Tillabéri a été lancée. C'était mercredi dernier. Ismaël Veidi avec Salissou Soulé pour le reportage. Combattre la malnutrition en rendant disponibles des aliments locaux fortifiés de qualité et bon marché auprès des familles vulnérables. C'est l'objectif visé à travers cette inauguration officielle de l'unité de production artisanale de la farine infantile Mizola de Tillabéri.
fruit des efforts conjugués de Musola Niger, Musola France, du Rotary International, de l'association Je Visite Tillabéri et de la commune urbaine de Tillabéri, qui a fourni un local pour abriter cette unité. L'association Je Visite Tillabéri, qui depuis 2010 collabore étroitement avec Musola Niger, a permis la faisabilité de ce projet en finançant le matériel. Nous avons accompagné ces efforts de l'État, d'une part par des opérations de distribution gratuite ciblée et vente à prix modéré dans la commune, et d'autre part, nous avons entrepris une large diffusion de la farine Musola pour lutter principalement contre la malnutrition infantile par un système de subventionnement sur le coût d'acquisition du sachet de Musola. En effet, le gestionnaire de Musola Niger a rappelé le contexte dans lequel la farine Musola a été introduite au Niger. Notre production qui était de 3 à 8 tonnes par an pour les 2 premières années est passée à 135 tonnes en 2012. Au Niger, nous privilégions la vente directe par rapport à la vente institutionnelle qui, bien qu'elle offre de gros avantages, ne permet pas une grande prise de conscience de l'utilité de la farine Musola par les consommateurs et la pérennisation de l'activité. Notre capacité de production est de 12 tonnes mois pour chaque unité ayant atteint sa montée en charge. En procédant au lancement des activités de cette unité, le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri a indiqué que ce projet s'inscrit dans la logique du document de stratégie et de politique nutritionnelle du Niger. Tillabéri est l'une des régions du Niger la plus touchée par la malnutrition aiguë. En juin 2011, 14,8% des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë globale. Le taux d'insécurité alimentaire sévère dans la région de Tillabéri s'élevait en janvier 2011 à 6,30%. Cette situation s'était superposée en 2012, une situation alimentaire très préoccupante et par conséquent un risque très élevé de détérioration de la situation nutritionnelle. Le clou de la cérémonie a été marqué par la coupure du ruban, suivie de la visite des locaux. Cette unité de Tillabéri a été dédiée à titre posthume à M. Jean-Paul Narcisse, membre du Rotary Calais de France, responsable du suivi Musola Niger, décédé le 30 avril 2013. Et voilà, nous restons à Tillabéri pour parler de la 23e édition de la Journée nationale des personnes handicapées. Là-bas, c'est la direction régionale du ministère de la Population qui a organisé une grande manifestation à l'intention des personnes handicapées. Voyons ça en image. La région de Tillabéri, à l'instar des autres régions du pays, a célébré ce jour 31 juillet la Journée nationale des personnes en situation de handicap. Une journée qui donne l'occasion à ces derniers de manifester leur joie, de s'exprimer et de plaider pour une société plus juste et plus équitable au Niger. Le thème retenu cette année est « Promouvoir une société inclusive à travers un développement accessible aux personnes en situation de handicap ». La directrice régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Tillabéri a saisi cette occasion pour exprimer toute sa gratitude aux personnes en situation de handicap avant de revenir sur le choix du thème. Le choix de ce thème n'est pas un fait du hasard, car on sait que dans nos sociétés, les personnes handicapées sont marginalisées sur tous les plans et ne sont pas pleinement prises en compte dans la quasi-totalité de programmation des opérations du développement. Elles sont délaissées pour leur compte et l'écrasante majorité de nos populations les assimile aux mendiants et à la mendicité, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, s'en est suivi un sketch sur le thème de la journée. Les personnes en situation de handicap de Tillabéri ont mis à profit cette journée
pour soumettre encore quelques doléances malgré les efforts consentis par l'État en leur faveur. La création des classes intégratrices pour les personnes handicapées dans toutes les écoles de la région. 2. La prise en charge sanitaire des personnes handicapées de la région. 3. Le respect du quota de 5% d'intégration à la fonction publique. 4. L'implication des personnes handicapées dans toutes les actions du développement. 5. La réduction des prix dans la vente des parcelles pour les personnes handicapées. 6. La construction d'une salle informatique au niveau du centre. 7. La réhabilitation et l'adaptation du centre des personnes handicapées. 8. L'utilisation du fonds social au profit des personnes handicapées. Le mémorandum a été ensuite remis aux autorités. Présent à cette cérémonie, le président du groupement des artisans volontaires handicapés locomoteur de Niamey a exhorté les autorités de la région de Tillabéri de prendre en compte les doléances contenues dans le mémorandum pour une promotion des conditions de vie des personnes en situation de handicap et de faire une large sensibilisation sur la société inclusive. Pour réussir ce défi, seule l'égalité des chances est un atout fondamental. Cette égalité des chances débute d'abord dans la famille, à l'école, dans les centres de santé, dans les lieux de service, aux lieux de loisirs. Pour réussir une société inclusive, accessible au développement des personnes handicapées, il faut résoudre l'équation suivante: l'application et le respect de l'égalité des chances dans toutes les dimensions. Quant au président de la Fédération régionale des personnes en situation de handicap de Tillabéri, il a remercié les autorités de la région pour tous les efforts consentis à leur endroit. Pour le gouverneur de la région de Tillabéri, le thème de cette journée constitue une préoccupation majeure pour les autorités de la 7e République. Il a ensuite invité les populations à cultiver la solidarité à l'endroit des personnes en situation de handicap. La directrice régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Tillabéri a remis un don composé de 10 sacs de mil, 10 bidons d'huile de 25 litres à la Fédération régionale des personnes en situation de handicap de Tillabéri. La visite guidée du stand d'exposition des produits fabriqués par les personnes en situation de handicap et le don de sang au Centre régional de transfusion sanguine de Tillabéri ont mis fin à la cérémonie. Et dans la région de Tawa aussi, la 23e journée nationale des personnes handicapées a été également célébrée. Plusieurs activités ont été organisées. Les précisions avec Asman Ahmad. À l'instar des autres régions du Niger, la Fédération nationale des personnes handicapées, section de Tawa, a commémoré la journée nationale des personnes handicapées en présence des autorités administratives et coutumières de la région. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie. Le vice-président du conseil de ville, le secrétaire général de la région de Tawa, qui a présidé cette cérémonie commémorative, le président du conseil régional, ont tour à tour pris la parole pour témoigner l'engagement du gouvernement de la 7e République au profit de l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Le directeur régional de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant se prononce sur l'importance de cette rencontre. La journée nationale des personnes handicapées édition 2014 que nous célébrons aujourd'hui, dont le thème est promouvoir une société inclusive à travers un développement accessible des personnes handicapées, offre une occasion aux dirigeants et populations de notre pays de réfléchir sur la variable, la contribution de ces personnes à la construction d'un Niger radieux. Monsieur le secrétaire général de la région de Tawa, depuis que les Nations Unies ont proclamé le 9 décembre 1975 la déclaration des droits des personnes handicapées, la personne handicapée est perçue comme un sujet de droit, c'est-à-dire en tant qu'être humain, elle peut prétendre à tous les droits humains généraux et à toutes les libertés fondamentales, et du fait du handicap dont elle est porteuse, elle bénéficie de droits spécifiques.
Père Justin, représentant de la mission catholique, témoigne l'engagement de la mission catholique relatif à l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Permettez-nous de souhaiter au nom de Monseigneur Ambroise Ouedraogo, évêque de Maradi, ainsi qu'au nom de la communauté chrétienne catholique de Tawa, bonne fête de Ramadan à vous et à toute la communauté musulmane. Depuis l'arrivée des premiers missionnaires à Tawa dans les années 60, l'Église catholique, fidèle à sa mission, œuvre inlassablement à l'épanouissement des couches les plus vulnérables de la société, parmi lesquelles les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui encore, cette œuvre se poursuit à travers la Caritas Développement Niger, CADEV Niger, ONG nationale créée en 2005 afin d'être plus proche des populations du Niger. C'est pourquoi depuis 2009, la CADEV Niger, par le biais du Comité de solidarité et de développement CSD de Tawa, a soumis à ses partenaires techniques et financiers, notamment la Caritas Allemagne, Africa Action Dutch, une requête pour le financement du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des personnes en situation de handicap dans la commune urbaine de Tawa, dénommée PARSEF. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des témoignages de satisfaction aux partenaires de cette fédération, dont la radio Saraunia Antenne de Tawa, pour service rendu, suivi d'une démonstration des activités de ces personnes en situation de handicap dans le domaine éducatif. À présent, un mot sur la presse nigérienne, les médias nigériens de la conférence nationale souveraine à nos jours, libre et responsable. C'est une question, mais c'est surtout le thème d'une conférence débat organisée hier par Alternative Espace Citoyen et l'ONIMED, Al-Mokhtar Keïné avec Soumaïla Dendi. Ce débat public entre dans le cadre du projet promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger, animé par le socio-politologue Souley Adji, assisté par des journalistes. Ce débat a pour intérêt principal de faire un bilan sur le comportement des médias nigériens de la conférence nationale souveraine à nos jours, autant sur le plan de la liberté que sur le plan de la responsabilité. Il s'agit, à travers la présentation que nous avons eu à faire, de faire une rétrospective un peu historique des médias, en tout cas de la presse écrite et les médias audiovisuels qui ont suivi, montrer en quoi ces médias ont contribué à renforcer le processus démocratique naissant dans le pays, en quoi ces médias-là ont pu en tout cas faire avancer les questions des droits humains, du respect des droits humains, mais également ressortir les faiblesses constatées tout au long du parcours. Un thème autour duquel s'est développé un débat riche et intéressant. Il y a un moment où cette presse-là a été vraiment un acteur important, notamment si on prend la période 96 jusqu'à 99, on a vu que pendant cette période-là, la presse a été très combative au Niger. Et du reste, elle était d'autant plus combative que même le régime de l'époque, qui était taxé d'être un régime anti-démocratique, ses représentants, quand ils voyageaient à l'extérieur, ils prenaient une collection de journaux nigériens pour présenter et dire que bon, oui, nous sommes issus d'un coup d'État, etc., tout ça, mais il y a eu des changements. Maintenant, nous sommes en démocratie, nous laissons quand même la presse s'exprimer. La référence à l'époque, d'après le coup d'État, le premier coup d'État, était une bonne référence parce que, il y avait ce que j'appellerais une sorte de sorcellerie technologique, l'avènement de la télévision. Il y avait cette force et il y avait surtout, si vous avez remarqué au niveau du CMS, il y a eu un communiqué qui a été dit et qui interdisait à la presse de faire le culte de la personnalité. Voilà un premier problème qui guette les journalistes jusqu'à aujourd'hui, de 1960 à aujourd'hui. Le deuxième problème, je voudrais dire que
les autorités de cette époque-là de CMS tenaient à ce qu'on mette l'écharde dans la plaie. C'est-à-dire vraiment montrer concrètement quels sont les véritables problèmes de ce pays. Ce débat public a permis d'avoir des renseignements sur la presse nigérienne au début des années 90, mais également de faire l'autocritique sur le comportement des journalistes. Et voilà, le Niger est classé encore dernier cette année pour l'indice de développement humain, l'IDH. Les grandes lignes de ce rapport sont dévoilées ce matin en conférence de presse par Amadou Boubacar Sissé, ministre du Plan, et Fodé Ndiaye, coordinateur du système des Nations Unies au Niger. Ce sera la partie magazine de cette édition. Bonne réception et surtout bonne suite de programme. Ce rapport, c'est un rapport indépendant, coordonné par le programme des Nations Unies pour le développement, le bureau du rapport sur le développement humain. La deuxième chose, c'est que les statistiques qui sont utilisées sont des statistiques qui sont de toutes les organisations internationales, des Nations Unies, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, et que les pays ont, dans le cadre du processus d'élaboration, la possibilité à chaque étape de pouvoir regarder les différences dans les statistiques et de pouvoir donner aussi leurs éléments pour affiner l'analyse. Et enfin, le dernier point qui me paraît aussi important, c'est que le rapport, c'est un rapport. Donc, il prend une thématique déterminée qui est importante pour le monde du développement à un instant donné de l'évolution de l'humanité. Et cette année, c'est un rapport qui porte sur les vulnérabilités et la résilience. Le titre exact, c'est pérenniser le progrès humain, réduction des vulnérabilités et renforcement de la résilience. Maintenant, votre question spécifique, c'est sur l'indice. L'indice, comme l'a dit le ministre d'État, c'est un indice composite qui comprend 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est l'espérance de vie à la naissance, qui signifie quand quelqu'un naît, le nombre d'années qu'il espère vivre. Le deuxième, c'est la durée attendue d'éducation. Là aussi, quand quelqu'un est né, quel est le nombre d'années qu'il espère avoir en termes d'éducation, donc d'accès au savoir. Et enfin, la deuxième catégorie, donc, c'était toujours sur l'éducation et le savoir. Durée attendue d'éducation que je viens de définir. Durée moyenne d'éducation qui est liée à la scolarisation des enfants. Troisième catégorie, c'est l'accès aux richesses. Donc, c'est le revenu national brut par tête d'habitant, mais qui est corrigé par ce qu'on appelle la parité du pouvoir d'achat. Il est clair que quelqu'un qui a 1000 francs au Niger a peut-être une possibilité différente de quelqu'un qui aurait la même somme aux États-Unis, puisque peut-être le coût de la vie, les besoins sont différents. Donc on les corrige par ce qu'on appelle la parité du pouvoir d'achat. Quelle est la capacité que vous pouvez d'avoir accès à des biens et services et de pouvoir vous nourrir, vous vêtir, vous loger avec le revenu qui est à votre disposition. Donc on doit le corriger de pays en pays parce que ce n'est pas le même contexte. Donc c'est ça que l'indice composite calcule, et sur cette base, on calcule l'indice et il y a un classement qui est fait. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que le ministre d'État a rappelé qu'il ne faut pas se focaliser sur un rang. Quelqu'un qui vient de loin et qui fait de grands progrès, et les autres groupes aussi font des progrès, le rattrapage est plus lent que de pouvoir juste dire... Et du reste, d'ailleurs, si on le considère, les pays qui sont à indice de développement humain très élevé, on constate que le taux de progrès se réduit de plus en plus. Parce que le taux de progrès à la marge, vous n'avez plus de capacité de progression très élevée.
le deuxième point, juste pour terminer sur ça, sur lequel vraiment je voudrais insister, et le ministre d'État l'a rappelé, c'est vraiment les résultats tangibles que le Niger a obtenus du point de vue de l'évolution de l'indice. Mais comme c'est un indice composite, pour peu que vous ayez un ou deux paramètres qui ont des incidences importantes, ça peut obérer ou annihiler même les autres paramètres. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. J'ai juste fait une simulation. J'ai pris les revenus en brut par tête d'habitant du Niger et j'ai changé le taux de croissance démographique. Au lieu de mettre 3,9 qui est le taux ici, j'ai mis 2,8 qui est le taux pour la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Et on constate immédiatement que le revenu brut par tête d'habitant passe de 873 $ à 1068 $, donc multiplié par 1,3. Si on change le taux de croissance démographique de 3,9 à 0,8, qui est le taux de ceux qui sont à indice de développement humain élevé, le revenu par tête du Nigérien passe de 873 à 2134, c'est-à-dire multiplié quasiment par 3. Donc ce sont des phénomènes structurels qu'il faut attaquer, et je suis heureux vraiment que le ministre d'État l'ait rappelé tout à l'heure au lancement pour ne pas revenir sur ce point. J'ai dit à Madame la ministre en charge de la population l'importance du forum qu'ils avaient organisé sur population et développement, et aussi je suis revenu sur l'importance de l'appel du président de la République lors de la visite conjointe conduite par le secrétaire général des Nations Unies qui portait sur les questions de démographie. Donc c'est vraiment un point qui est important. Encore une fois, il ne s'agit pas de taille de population, mais de taux de croissance qui soit compatible avec un taux de génération de richesse. Parce que souvent aussi, j'ai lu dans la presse, oui, mais le Nigeria, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, comment se fait-il, les États-Unis sont... Non, il faut voir la capacité de génération de richesse par rapport à la capacité de développement de la population. Quand j'étais dans l'agriculture, je donnais ça aux paysans. Je dis, bon, vous produisez 10 sacs de riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Si vous avez un enfant, il aura les 10 sacs. Si vous avez 2 enfants, il aura 5 sacs. Si vous avez 5 enfants, il aura 2 sacs. Votre richesse n'a pas changé. Mais le partage fait en sorte que l'accès individuel est réduit. Donc il faut vraiment regarder ces points. Le Niger a fait de progrès essentiels, mais il y a des facteurs structurels auxquels il faut s'attacher, l'éducation et les questions démographiques. Mais je suis heureux que le gouvernement ait déjà pris en amont cela et se positionne très bien dans ce cas. Cet indice de développement humain qui est un indice composite qui essaie de mesurer dans un pays un certain nombre de situations combinées pour donner une appréciation moyenne de son niveau de développement, fait en sorte que le Niger ne montre pas effectivement tout ce qui est fait comme progrès, et en particulier depuis ces dernières années. Certes, l'indice de développement humain au Niger est structurellement plus faible que tous les pays depuis 1980. Mais depuis 1980, il est en progression constante. Ce qui montre bien que malgré le fait que nous n'arrivons pas à avoir le classement souhaité, les progrès au Niger sont extrêmement importants. Ils ont été surtout particulièrement importants depuis les 3 dernières années, entre 2011 et 2013, pour lesquels ces progrès ont été
particulièrement remarquable. Je peux vous indiquer que l'accroissement que nous avons connu dans le cadre donc, de cet indice de développement se situe autour de 76% si on le mesure par rapport à son niveau de 1980. Si l'on prend les progrès qui ont été réalisés entre 2000 et 2013, pratiquement nous avons fait des progrès qui représentent près de 80%, 95% d'augmentation. Mais la question de fond, c'est un moment pour nous d'interrogation. Ce résultat, il est important que nous tirions les conséquences pour que ceci puisse servir d'aiguillon pour avancer dans notre programme de développement économique. Et je pense que de ce point de vue-là, nous pouvons considérer que la justesse des positions et des orientations du gouvernement n'est pas remise en cause. La justesse du travail qui a été fait par le gouvernement n'est pas remise en cause. Sur tous les points concernant l'accroissement de notre revenu par tête d'habitant, nous avons globalement progressé, en particulier de manière remarquable depuis 2011, puisque le revenu par tête d'habitant a augmenté de plus de 6% entre 2011 et 2013. Même si, globalement, le Niger a effectivement un revenu par tête d'habitant inférieur aux autres pays. Nous avons également fait des progrès relativement importants pour l'espérance de vie. De 1980 à maintenant, nous avons gagné 19 ans au niveau de l'espérance de vie. Donc on est passé de 39 ans en espérance de vie à la naissance en 80 à plus de 58 ans pour cette année. Ce qui montre qu'il y a des progrès extrêmement importants qui sont en train d'être faits. Mais qu'est-ce qui nous tire par le bas? Ce qui nous tire par le bas et qui annihile tous les efforts qui sont en train d'être faits, parfois de façon beaucoup plus rapide que bien des pays, c'est la situation sociale de notre pays qui amène un taux de croissance démographique particulièrement élevé. Nous sommes aujourd'hui à plus de 33,9% de taux de croissance, alors que les taux de fécondité sont de 7,6 enfants par mère. Et pour toutes ces questions-là, ce sont des questions de société. Ce n'est pas effectivement des questions sur lesquelles un gouvernement peut dire voilà les mesures que je mets en œuvre et que je puisse effectivement avoir au bout du compte les résultats. Ce sont des questions structurelles sur lesquelles il faut faire des actions sur une durée extrêmement longue. Et vous avez bien vu que de 80 à 2013, si le classement n'a pas bien changé, cela veut dire que toute une génération, parce qu'il y a quand même plus de 30 ans, que ces questions-là sont en train d'être examinées et que la solution n'est pas au bout du résultat. Mais il est important qu'aujourd'hui, on puisse effectivement s'asseoir et faire un débat national pour montrer à toutes nos populations l'importance négative que cette question de taux de croissance démographique extrêmement élevé et de taux de fécondité nous impose dans nos politiques économiques. Oriba,
le partenaire de la famille nigérienne, va encore plus loin dans la recherche de votre satisfaction. Désormais, découvrez et savourez le nouveau Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade. Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, un mélange de goût, de saveur et de fraîcheur de qualité supérieure à vous couper la soif. Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, plus de goût et de bien-être dans la gamme variée des produits Oriba. Oriba, au-delà de la soif. Contactez-nous au 99 19 99 99 ou sur notre site web www.oriba.ne. Communauté urbaine de Niamey et ses environs, un monde nouveau s'ouvre à vous. Des produits nouveaux de la haute gamme sont mis à votre disposition. Mesdames, Mesdemoiselles, bienvenue dans ce monde nouveau, le temple des produits cosmétiques de votre rêve. Car le rêve de chaque femme est comment me faire belle pour mon conjoint et avoir un teint propre à moi. C'est possible de réaliser cela. Rendez-vous dans les boutiques des établissements LHI à refaire, 6 au Grand Marché et au quartier maison économique. Aux établissements LHI et Frères, vous y trouverez les variétés de pommades. Gamme Françoise Bédon, Macari de Suisse, HT26 et KEI+, So White, Fair and White et Ki+. Des parfums aussi aux établissements LHI et Frères. 212 mètres de Caroline Herrera, 1 million de Paco Rabanne, Allure Homme Sport, Chrome Dazaro, Fair and White Dior, Miss Dior, P de Givenchy. Mesdames, Mesdemoiselles, pour le traitement de vos cheveux, les établissements LHI et Frères vous proposent les gammes ci-après. Gamme Megago, gamme Olive Oil, défrisant Docteur Miracle, etc. Et également des produits pour bébé, Macari de Suisse, gamme Alpha Paris, complet bébé d'amour, couche peau douce, couche Up Baby et la gamme Trompi. Des déodorants vous y trouverez aux établissements LHI et Frères. Axe, Rexona, Smart, Sanex, Nivea, Dove, Bourgeois, Bonanza, etc. Pour bien garder votre teint, choisissez les produits venant d'Europe, d'Afrique, d'Asie et de l'Orient des établissements LHI et Frères. Un temple de produits de votre choix, le galaxie de votre rêve. Établissement LHI et Frères, une autre façon de répondre à la demande de la femme nigérienne. Établissement LHI et Frères, commerçant au Grand Marché de Niamey, boutique numéro 889, 891, quartier 3 et aux maisons économiques, ou appelez-nous au 227 20 73 84 65, le 227 99 25 20 20 ou le 227 97 02 38 38 ou à la boîte postale 12 800.